Bonjour, Bonjour à tous. donc 11h02. Merci d'être ici aujourd'hui pour notre quatrième webinaire, troisième, quatrième webinaire de C4. Aujourd'hui, on est ici avec Michael Novick de Eudonet Canada. Notre titre du webinaire aujourd'hui, combiner un CRM à vos communications pour une stratégie gagnante. Découvrez l'offre combinée de ces quatre communications et Eudonet pour les OBNL. Donc, la prémisse de notre rencontre aujourd'hui, évidemment, nous sommes deux organisations qui travaillent tout d'abord avec les OBNL. Je vais vous présenter, bon, ça arrête pas d'arriver, c'est bien, 11h03. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, Julie Bourbonnière, je suis présidente de C4 Communication. Et comme je le disais, je suis ici avec Michael Novick de Eudonet. Donc, vous êtes déjà 41 participants aujourd'hui. Cool. C'est super. Aujourd'hui, évidemment, c'est pas une démo de l'outil Eudonet. Notre objectif est vraiment de vous présenter comment une stratégie peut être amplifiée avec les bons outils de communication, dont CRM d'Eudonet aujourd'hui. Euh, on veut vraiment vous présenter l'avantage de combiner stratégie et outils pour obtenir les résultats souhaités lors de vos actions et campagnes de communication, que ce soit avec des donateurs, des clients, des usagers, des partenaires. Euh, donc, on a évidemment une petite présentation PowerPoint pour agrémenter le tout. Donc, sans plus tarder, je vais un peu la présenter et je vais me promener entre les deux, entre la présentation et nous à l'écran. Pour m'assurer de rendre ça dynamique parce que je veux pas non plus vous faire mourir en vous présentant uniquement une PowerPoint pendant euh, 45 minutes à 1 heure, là. Donc, voilà la petite PowerPoint que je vais vous mettre en plein écran. Euh, donc, si on débute rapidement notre agenda de la présentation. Donc, on va se présenter, c'est quatre communications et Eudonet. Euh, on va vous expliquer un peu plus pourquoi on est ici aujourd'hui, pourquoi Michael et moi, dans nos discussions, on a décidé d'associer nos deux entreprises pour collaborer sur d'éventuels projets ensemble. Puis, on va discuter des 5 étapes, les 5 étapes du funnel de conversion vers la recommandation, qui est l'objectif attendu de lors de toutes les campagnes. Donc, non seulement de convertir les gens, mais de s'assurer que eux deviennent des ambassadeurs dans votre stratégie et qu'ils contribuent à amplifier votre message auprès de leur entourage et de leur réseau. Puis, on va vous donner quelques conseils vers la fin et des questions, bien entendu. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans le chat comme ça vous vient, puis on va y répondre à la fin de notre rencontre, à la fin du webinaire, à moins qu'on identifie qu'il y a des questions qui valent la peine d'être répondues tout de suite. Mais comme on a quand même un court laps de temps, on va privilégier le chat plus que les, euh, les questions ouvertes live. Bon, on a encore 3 participants qui se joignent. Super. Donc, sans plus tarder, je vais parler un peu de ces quatre communications. Peut-être que certains connaissent, peut-être que certains connaissent pas. Donc, ces quatre, on est là depuis près de 25 ans maintenant. On est une firme de communication et relations publiques intégrée. Donc, on offre des services 360 degrés pour nos clients
Donc, notre objectif est vraiment d'améliorer votre visibilité, d'accroître la notoriété et de stimuler l'engagement de vos différents publics cibles à travers les services complets de stratégie, communication, relations publiques, design graphique. On a un studio qui comporte 3 personnes, qui fait non seulement du design graphique traditionnel, mais également numérique. Notre équipe aussi fait de l'organisation d'événements, différentes stratégies de développement philanthropique et tout ce qui entoure les campagnes et publicités et même des relations gouvernementales dans certains cas pour des campagnes d'influence. Donc, je vais vous présenter mon collègue Michael Novick, qui est directeur général d'Eudonet. Donc, merci Michael d'être ici avec nous aujourd'hui. Et tu peux te présenter et Ouais, merci, présenter Eudonet. merci à toi, Julie. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je dois vous dire que, en toute confidence, on avait bien hâte avec Julie d'être là aujourd'hui pour pouvoir partager avec vous l'approche qu'on a développée ensemble. Je vais me présenter, donc Michael Novik, je suis directeur général de Donut au Canada. Pour ma part, ça fait presque, je me faisais le bilan là de juste avant, ça fait presque une vingtaine d'années que je suis maintenant dans le domaine des TI. Sur ces 20 ans, plus de la moitié, ça fait 13 ans que je suis pour Odonet. Donc 13 ans chez Odonet, ça veut dire 13 ans dans les TI au service des OBNL. Moi, c'est vraiment une expertise que j'ai développée au fur et à mesure du temps. C'est comment est-ce qu'on peut utiliser les bases de données au service justement des causes, que ce soit des associations professionnelles, des fondations, des institutions culturelles. Chez Eudonet, nous, on a une vision qui est vraiment de rendre autonome chacune de vos organisations qui, justement, chacun, qui sont focus sur des OBNL avec des technologies innovantes. Le point qui est important pour nous, la promesse qu'on fait, c'est vraiment de vous aider par les outils technologiques à stimuler l'engagement, aussi à améliorer l'efficience. Quand on parle d'efficience, on parle vraiment de la productivité à l'interne, mais aussi d'utiliser les données dont on peut bénéficier dans le CRM pour vraiment s'orienter vers une organisation qui soit drivée par les données et qui permette de faire de la prise de décision éclairée. Et notre mission, c'est vraiment de vous accompagner dans vos plans de modernisation avec une technologie qui, un, soit complète, mais deux aussi, qui vous parle, qui soit faite pour vous. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le départ, on a décidé de se dédier aux organisations à but non lucratif, donc de travailler avec des causes. Et c'est aussi la raison pour laquelle ça fait autant d'années que je suis pour Odonet. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'en tout cas, depuis 20 ans, que ce soit dans le domaine des OBNL ou avant avec des entreprises, j'ai toujours eu la conviction que les outils informatiques devaient être liés et devaient être fortement connectés à des approches de stratégie pour maximiser leur utilisation. Et donc, je pense que c'est une bonne transition par rapport à ça pour vous partager un peu la vision qu'on a et puis l'offre également qu'on propose justement auprès des OBNL avec ces cas de communication. Mhm. Puis, Michael, si on parlait un peu de ce qui nous a amené à collaborer ensemble, c'est-à-dire que notre vision du milieu OBNL, notre expérience. Moi aussi, j'ai travaillé depuis combien d'années dans le domaine des OBNL, au moins 15 ans maintenant. Euh, pour et avec. Avant ça, j'ai fait beaucoup de corporatifs dans lesquels j'ai appris beaucoup de choses, mais aussi vu des erreurs et des situations similaires quand même à ce qu'on voit dans le monde à but non lucratif. Donc, ne croyez pas que parce que vous êtes dans un univers où il y a peut-être moins de budget que vous faites moins bien les choses. Au contraire, tout le cœur et l'engagement que les personnes qui travaillent dans les OBNL mettent régulièrement dans leur travail sont tellement importantes. Et pour nous, hein, dans mon équipe, surtout, les gens sentent vraiment qu'ils font une différence en travaillant avec des OBNL, des associations, des fondations. Donc, on a vécu des expériences communes, puis on souhaitait vraiment apporter une vision éclairante aux OBNL et aux fondations pour qu'ils mettent en place des stratégies et qu'ils utilisent les outils de manière vraiment efficace pour obtenir des gains, hein, des résultats. Donc, c'est vraiment le souhait qu'on a à travers ce webinaire.
avais certainement un élément peut-être que tu veux rajouter là-dessus en termes de données, Michael? Ouais, bah c'est ça. C'est sûr que ce que j'ai pu constater, et comme tu le dis, effectivement, c'est pas seulement dans le monde des OBNL, mais c'est finalement de temps en temps le risque de sous-utilisation de ces outils informatiques, de ces bases de données. Et souvent, en fait, l'analyse qu'on avait, c'est que ça pouvait être des fois par un manque de stratégie associée à ces outils-là. Donc souvent, il y a d'un côté la stratégie, de l'autre l'outil informatique, mais tout le lien entre les deux, la coordination entre les deux, ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué qui parfois peut être un peu manquant. Et en Mhm. fait, c'est ce lien-là sur lequel on voulait revenir parce que, encore une fois, nous, côté Eudonet, côté base de données, on est d'abord et avant tout un moyen au service d'une stratégie. C'est sûr qu'on n'est pas des experts de la stratégie, mais par contre, on va travailler à maximiser en fait l'impact d'une stratégie de communication qui a été bien menée. Et donc, toute cette vision stratégique, si on arrive à la rendre exécutable dans un CRM, si on arrive derrière à analyser les performances vis-à-vis de ça, c'est là qu'on voit que la démultiplication des gains. Donc ça ne veut pas dire que l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas, c'est juste que l'un avec l'autre, ça fonctionne mieux et ça maximise l'impact. Donc c'est vraiment de ça qu'on veut vous parler pour les prochaines minutes. Oui, absolument. Donc, nous, l'idée, c'est de développer puis d'amplifier la stratégie de communication 360 degrés, donc c'est intégré avec un outil CRM qui sera performant, qui vous permettra d'utiliser tous les canaux au bon moment vers les bons publics et de mesurer les résultats avec des indicateurs clairs. Donc, on a développé cette approche ici qui indique les 4 étapes pour atteindre vos publics cibles, donc les différentes personnes que vous souhaitez rejoindre avec vos messages pour leur faire connaître votre mission, découvrir la marque, l'organisme et les amener à interagir avec l'organisation. Donc, les 4 étapes, sensibilisation, information, qui est vraiment faire découvrir la marque, l'organisme, la mission, les services. Ensuite, l'étape suivante, considération. Donc, c'est à cette étape où, ah, j'ai découvert telle organisation, j'ai envie d'en savoir plus. Je vais vouloir visiter son site web, je vais interagir avec les publications sur les réseaux sociaux, je vais être plus réceptif à différents messages que je peux voir dans l'espace public à travers les relations médias, des campagnes de publicité. Et ça va commencer à nourrir ma réflexion et à vraiment développer mon intérêt pour cette organisation-là. Et ensuite arrive la troisième étape. Ah, je passe à l'action. Je fais un achat, je fais un don, je m'inscris à son infolette. Et puis, on va voir un peu plus en détail chacune des étapes avec Michael aussi pour voir qu'est-ce que la stratégie amène, où le CRM peut bonifier les éléments stratégiques. Donc, ensuite, une fois qu'on a converti notre public, on passe à la phase rétention, fidélisation, créer un lien durable avec les publics, raviver leur intérêt aussi à différentes étapes dans le parcours d'utilisateur qu'on a créé. Puis ensuite, s'assurer que cette personne-là nous recommande à son entourage, à son réseau, ait envie de partager l'expérience qu'il vit avec notre organisation, votre organisation, que ce soit comme donateur ou ambassadeur ou participant. Donc, ça va devenir des bénévoles qui vont devenir plus actifs avec votre organisation, par exemple. Donc, élément très, très important si on parle de CRM, hein, Michael, il faut centraliser nos données parce que si on a un beau CRM et que personne va y mettre des données et qu'on ne s'en occupe pas, il ne se passe rien. Donc, peut-être nous Exact. parler un petit peu plus de ça. Exact. Bah, c'est ça. Je pense que pour moi, c'est un peu, si on prend l'image d'une maison, c'est un peu la fondation qui va permettre que ensuite les stratégies puissent s'exécuter de la bonne façon. C'est l'aspect centralisation de données. On le voit sur le schéma, et je pense que c'est le premier objectif de base qu'il faut se fixer en tant qu'organisation. C'est de s'assurer qu'en fait tout converge vers une source de données unique. Donc quand on parle de que tout converge, c'est-à-dire que les formulaires d'inscription à l'infolettre, les courriels qui sont envoyés, que tout ce qui peut être transactionnel depuis le site internet puisse se retrouver
à l'intérieur du CRM et puisse nourrir en fait la qualité de données. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que souvent, quand on met en place un projet, évidemment, il y a ce qu'on appelle le volet de migration des données. Souvent, quand il y a des données existantes, on importe ces données-là dans le CRM. Mais une fois qu'on a importé ces informations-là, comment est-ce que cette donnée va vivre? Et ça, c'est un point qui est, je pense, fondamental. Ça prend un certain changement de mindset et il faut intégrer qu'aujourd'hui, pour toute organisation, la donnée est un vrai actif de l'organisation. Ça veut dire que c'est un actif au même titre que votre site Internet est un actif de votre organisation et que le maintien de la qualité de ces données-là, ça doit être faire partie des missions, en tout cas des personnes qui doivent s'en occuper, de garantir cette qualité-là. Nous, on a beaucoup de clients qui même font l'analyse de la qualité des données qui sont présentes dans le CRM pour s'assurer qu'elles sont bien mises à jour, que la donnée n'est pas rendue obsolète, etc., etc. Puis on sait qu'une donnée, ça va vivre, donc forcément, ça prend du travail. Puis l'autre changement aussi, un peu de mindset dans l'organisation, c'est aussi le fait que on va, c'est l'ensemble des équipes qui doivent participer à ça. C'est un travail qui est collaboratif parce qu'un CRM utilisé par une personne, bon, il y a des petites organisations qui travaillent avec un CRM seul, mais dès qu'on commence à être avec d'autres, enfin à plusieurs, et ben c'est cet aspect en fait mutualisation et collaboration qui donne aussi de l'impact. Et puis je peux, exemple, si demain, moi en tant que DG de Donnet, je rencontre une personne qui me dit qu'il a changé d'emploi, qu'il a changé de courriel, que je mets ce courriel-là à jour dans mon cellulaire, mais que je ne le remets pas à jour dans ma base de données, ben, toute action de communication vers ce contact, ça sera un échec puisque finalement, il sera déjà Mhm. obsolète dans ma partie base de données. Donc, on est vraiment dans une logique dans laquelle ça doit être une responsabilité commune de s'assurer d'avoir une fondation solide et d'avoir une qualité de données qui soit optimisée. Quand, Donc, quand tu parles de responsabilité commune, Michael, oui, sur l'intégration, l'ajout des données, la mise à jour, mais dans votre cas, est-ce que vous suggérez aux clients qui décident d'utiliser votre outil d'avoir un responsable, un champion, souvent qu'on appelle un champion dans les organisations, pour s'assurer que, parce que quand la responsabilité est à tout le monde, la responsabilité peut se perdre hein, aussi. Donc, ah oui, mais c'est pas toi qui fais ça, non, ça c'est moi. Moi, j'ai souvent vu ça aussi. Puis apprendre aux gens à l'utiliser, le CRM, c'est très important. Rappeler les consignes souvent, hein. Les publics, vos collègues, les gens avec qui vous travaillez font partie des publics cibles internes de votre organisation aussi. Donc, c'est important de rappeler les messages. C'est pas parce qu'on le dit une fois à l'intégration du CRM dans l'organisation que tout va continuer à se faire régulièrement. Puis l'usage aussi, c'est pas juste de mettre des données dans le CRM, c'est de s'assurer qu'elles ne sont pas dans le CRM avant d'ajouter un contact. Donc, si Michael rencontre Geneviève de la Fondation XYZ, qu'il intègre ses coordonnées dans le CRM sans avoir validé que Geneviève était peut-être déjà dans le CRM et un contact de Julien ou Marc-Claude, ça peut faire qu'on a des données qui vont être moins exactes ou qui font une faute d'orthographe en l'intégrant. Donc, ça aussi, c'est des éléments clés à considérer. ouais, t'as 100% raison. Dans les bonnes pratiques qu'on recommande à nos clients, c'est évidemment d'avoir quand même. En fait, il y a plusieurs éléments. Premier élément, oui, il faut un responsable et un responsable quand même qui a une responsabilité sur la base de données. Ça veut pas dire que c'est exclusivement sa mission, mais ça veut dire quand même qu'on détermine que quelqu'un va être un référent à l'interne par rapport à ces éléments-là et qui peut pouvoir aussi rappeler les bonnes pratiques. Puis même dans le cadre de la loi 25, de toute façon, il faut que tu détermines aussi Mhm, un responsable des données, qui est par défaut le dirigeant de l'organisation, mais qui peut, cette mission-là ou cette tâche-là peut être aussi déléguée là-dessus. Ensuite, je mhm, pense quand même et puis la bonne pratique, c'est d'avoir une personne responsable et aussi d'avoir un backup quand même au cas où cette personne est absente ou en congé. C'est aussi intéressant de s'assurer que toute la connaissance n'est pas centralisée sur une seule personne. En termes de gestion de risque, c'est quand même plutôt une bonne pratique. Deuxième mhm, élément, quand même, ça part de la vision stratégique de la direction, donc ou d'un comité de direction. Donc c'est sûr que oui,
un outil informatique, c'est intéressant à mettre en place, mais encore une fois, on en revient à la raison même pour laquelle on est présent. Aujourd'hui, ça part déjà de tout en haut, d'avoir une vision stratégique et de s'assurer justement que ça va être utilisé, que les gens comprennent à quoi ça va servir et quel objectif ça va permettre Mhm. d'atteindre. Et après, pour revenir sur le dernier élément par rapport à la qualité de données, il y a effectivement des éléments qui doivent être gérés individuellement ou manuellement, mais tu as aussi beaucoup de fonctionnalités dans un CRM qui te permettent notamment de dédoublonner la donnée avant même qu'elle soit rentrée. Donc, dans le données, par exemple, tu ne pourras pas créer un contact qui existe déjà, tu seras obligé de faire une recherche. Si jamais, pour X raison, tu avais créé un doublon, tu as une capacité à fusionner les doublons par rapport à ça. Donc, tu as raison que la qualité de données, c'est pas juste ponctuel, ça se fait régulièrement. Et puis, il y a des Mhm. outils aussi qui aident là-dessus. Ouais. C'est super important. Chaque outil fonctionne de manière différente, mais la stratégie pour la centralisation des données doit être claire pour tous parce que c'est un élément autant stratégique que tactique, le CRM, l'usage qu'on en fait, autant des données qui sortent que des données qui rentrent. Donc, assez de parler de données. Passons à l'élément suivant qui est l'aspect sensibilisation et information. Bon, bien entendu, cet élément-là s'adresse fortement aux organisations à but non lucratif parce que on n'est pas dans un objectif de vente. On est vraiment dans un objectif d'influencer le comportement. Donc, pour faire découvrir une marque, sa mission, ses services. Donc, dans cet élément-là, évidemment, on est au début de la stratégie. Donc, on va vouloir réfléchir à qu'est-ce qu'on veut réaliser avec nos publics cibles qu'on vise. Donc, est-ce qu'on veut qu'ils commencent dans un parcours de donateur? Est-ce qu'on veut qu'ils deviennent des sympathisants de l'organisation, qui appuient nos actions? Est-ce qu'on veut qu'ils viennent obtenir des services? Donc, au début de la planification, il faut réfléchir aux canaux, mais aussi aux objectifs. Et puis souvent, je vois les gens qui se mélangent dans notre travail quotidien, on parle et puis les gens confondent objectif et tactique. Donc, c'est quoi que tu veux réaliser comme action? C'est quoi l'objectif de ta communication? Puis ensuite, quelle tactique tu vas utiliser pour y arriver? Et aussi, c'est dès le départ, il faut réfléchir aux, aux indicateurs de performance qui vont bien déterminer si on a atteint notre objectif ou pas. Donc, à travers le plan, on va avoir des campagnes de notoriété qui vont être numériques, traditionnelles. Donc, il faut réfléchir tout de suite vraiment aux indicateurs de performance qu'on veut mettre en place et déjà identifier les besoins, pas les besoins, les façons de les mesurer. Donc, numérique, il y a Google, Meta, LinkedIn, Facebook dans Meta, bien entendu, tous les autres réseaux sociaux que vous pouvez utiliser, qui ont déjà des outils de mesure, des indicateurs à l'interne, mais d'autres outils, d'autres tactiques comme les sites web, toutes les campagnes SEO, SEM, les campagnes d'influence, les contenus numériques, vidéos, articles, landing page qui devraient être connectés aussi à votre CRM pour obtenir des données, doivent être des outils de choix pour mesurer comme il faut l'effet des tactiques qu'on met en place. Donc, pour être en mesure de vraiment voir si ça fonctionne bien. Donc, Michael, parle-nous un peu de comment le CRM vient aider dans la réalisation des différentes tactiques d'une stratégie. Ouais, bah, c'est effectivement un des points qui est intéressant, c'est que le CRM, il rentre vraiment en ligne à partir du moment où il commence à y avoir un début d'engagement. Et de la donnée, il y en a dans plein d'outils. Tu parlais de Google, tu as de l'analytics, etc. Ce que le CRM va permettre de venir faire, c'est aussi de faire vivre cette donnée au travers des contacts. Donc en fait, toutes les organisations gèrent des centaines, voire des milliers de contacts, mais ultimement, dans un CRM, tu as la capacité d'avoir une vision très individuelle et donc d'être en mesure de personnaliser au maximum les éléments. Donc si je prends un exemple concret, demain la personne qui va s'inscrire juste à ton infolettre via ton site internet va rentrer dans le CRM. À partir du moment où elle s'inscrit à l'infolettre, tu vas commencer, pareil, via le CRM, à pouvoir lui envoyer des communications. Et vis-à-vis de ça, tu vas commencer à enrichir son profil. Donc au départ, une inscription infolettre, c'est quoi? C'est un nom, prénom et un courriel.
Mais ultimement, tu vas commencer à pouvoir traquer est-ce qu'elle lit ton infolettre? Sur quel lien est-ce que la personne va cliquer? Donc, tu vas commencer à comprendre quelles sont ses sensibilités, quels sont ses sujets d'intérêt. Et là, tu commences déjà à rentrer dans un certain entonnoir qui te permet d'identifier en fait quels sont les meilleurs canaux d'acquisition par rapport à ça. Et puis qui va te permettre aussi d'identifier quels vont être les meilleurs moyens de communiquer avec cette personne-là. Et donc, en gros, ultimement, l'idée, c'est de réussir à ce que, une fois qu'un contact rentre, qu'on arrive à le nurturer pour faire finalement grandir son intérêt par rapport à la cause ou par rapport à l'organisation en tant que telle. Oui, parce que l'idée, c'est de capturer l'attention du contact, du public cible dès qu'il commence à interagir, dès sa première interaction avec l'organisation, parce que on veut pas perdre le contact, on veut pouvoir le relancer rapidement pour être le plus efficace possible. En 2026, à chaque coin de rue, chaque fois qu'on ouvre une télé, un téléphone, on est submergé d'informations, on est happé. Donc, il faut rapidement être en mesure de garder le contact puis de prendre le dessus pour leur envoyer des informations qui les intéressent. Donc, Ça, deuxième si je étape, peux revenir sur ce que tu disais, oui, Julie, je pense que c'est hyper important. La majorité des organisations avec qui on travaille, ils nous partagent la même réalité. Il y a une sursollicitation de façon oui, générale des sur individus. sollicitation, oui. Et cette sursollicitation-là, je pense qu'elle peut, en fait, on peut faire de ça d'une menace une opportunité. Et le fait de justement, ce que je disais, de faire, de rentrer dans ce funnel-là, c'est aussi la capacité à profiler le contact, en fait. Et évidemment, Mhm, c'est pas tout le monde qui veut recevoir les communications de la même façon. C'est pas tout le monde qui veut recevoir les communications au même rythme. Et en fait, c'est ce que ça va aider aussi à faire, c'est mhm, capitaliser sur l'information qu'on collecte pour justement s'assurer que de comprendre en fait les attentes le plus possible et derrière de pouvoir y répondre. Et si je prends un exemple personnel, je sais que moi, si je commence à m'intéresser à m'inscrire à une infolette et que ultimement je reçois une infolette à toutes les semaines autour d'une cause, je vais finir par plus la lire en fait. Et que tu sais, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes. Il y a différentes organisations qui vont même jusqu'à sonder les contacts à un mhm, moment donné pour oui, avoir une vision sur leurs attentes. Et ça, je trouve que c'est de oui, l'information qui est très, très intéressante. On parlait tout à l'heure du fait qu'il faut que les employés d'une organisation travaille dans le CRM, contribue à la donnée, mais on peut aussi déléguer ça par du sondage, par de la mise en place d'espaces qualité, absolument. d'espaces donateurs, d'espaces nombres. On peut le déléguer directement au public cible, en fait. Et là, ça permet d'enrichir et ça devient de plus en plus intéressant comme qualité de données. Oui, oui, parce que sonder les publics, c'est vraiment un outil unique pour avoir de l'information personnalisée. Parce que, en fait, c'est ce qui crée le succès d'une campagne, hein. C'est plus tu personnalises aux intérêts des individus, plus tu vas être en mesure de captiver leur attention, de les conserver et de les emmener jusqu'au bout du parcours qu'on a dessiné pour eux. Donc, idéalement, de devenir des ambassadeurs de votre marque, de votre organisation et de recommander celle-ci à leur entourage, dans leur réseau. Bon, ils vont pas tous avoir la badge ambassadeur, mais il y a différents degrés d'ambassadeurs. On va parler aussi de scoring un peu plus loin avec l'outil CRM. Donc, la deuxième étape dans l'entonnoir ou le funnel, c'est vraiment d'éveiller l'intérêt. Donc, une fois que quelqu'un a interagi, là, après ça, on veut garder son intérêt, puis avec différentes interventions dans notre plan de communication, dans une stratégie, on va vouloir cibler et atteindre la cible plus qu'une fois. Il faut répéter nos messages à travers différents canaux au bon moment, aux bonnes personnes pour avoir des résultats positifs. Donc ça passe par des relations médias, des contenus ciblés. Je rajouterais des événements également qui peuvent être gérés à travers l'outil CRM. Je ne sais pas pourquoi il n'était pas là. C'est la première fois qu'on fait cette présentation. Donc, il se peut que je rajoute des petits éléments au fur et à mesure. L'idée, c'est vraiment d'entretenir l'intérêt pour votre organisation, pour votre mission, avec des messages pertinents au bon moment. Puis pour faire ça, ben l'outil CRM est vraiment utile, particulièrement celui de Donnet, là, pour segmenter les publics selon le profil et les comportements. Peut-être nous expliquer un peu comment ça fonctionne dans votre outil pour faire ça?
Mais je pense il y a deux éléments dans lesquels on peut venir aider par rapport à ça. La première chose, et je disais, c'est un outil qui a été pensé pour les OBNL, donc c'est un outil qui n'est pas, il n'y a pas de besoin d'avoir des connaissances informatiques pour le faire. Donc on a la capacité, sans avoir aucune compétence informatique, à pouvoir faire de la segmentation, qui peut même aller jusqu'à être une segmentation très fine selon plusieurs critères qui sont relatifs justement à des contacts. Donc ça, c'est une des fonctionnalités les plus utilisées, c'est ce qu'on appelle les filtres chez nous. Bah, c'est la capacité justement à partir d'une base de données globale, de déterminer des segments, éventuellement même de déterminer des personas, pour derrière être en capacité au niveau du plan de communication de les adresser de la bonne façon. Puis la deuxième chose aussi, tu parlais tout à l'heure de tout le parcours qui va être scénarisé. Et ben on a aussi des outils d'automatisation qui permettent justement d'automatiser le parcours en fait et d'automatiser les séquences de ce parcours-là. Donc souvent ce qu'on voit c'est que dans un parcours de communication, il y a beaucoup d'éléments qui sont liés à l'humain qui est derrière. Il faut appuyer sur des boutons, Mhm. etc. Là, l'idée de coupler le CRM avec la stratégie de communication, c'est aussi de s'assurer que ce parcours-là on va être en mesure de l'automatiser en grande partie. Je dis pas qu'on automatise 100%, mais d'automatiser une bonne partie, ce qui va aussi venir contribuer à s'assurer de respecter le plan initial par rapport à ça. Oui, très important. Respecter le plan. Bon, souvent, on fait des plans pour nos clients. Euh, Quand on n'a C'est pas le la plus main dur. mise sur l'exécution, bon, parfois, vous savez c'est quoi, le quotidien prend le dessus. On a toujours une autre tâche à faire dans un OBNL que communiquer, à moins qu'on fasse partie d'une organisation qui a des beaux grands moyens et une équipe, ce qui n'est pas le cas de la majorité. Mais je pense que de réfléchir à intégrer un outil CRM et à réfléchir au parcours qu'on veut également pour nos différents publics, c'est essentiel pour l'atteinte des objectifs avec succès. On travaille plus la communication de la même façon qu'il y a 5, 10, 15, 20 ans pour ceux qui sont des dinosaures, hein, comme nous, Michael, pré-réseaux sociaux. Donc, où on n'avait que les médias traditionnels imprimés et papier. Le monde des sites web commençait au début des années 2000. Euh, on travaille plus de la même façon. Donc, quand j'entends des gens qui me disent, ah, moi, je parle au grand public. Ouais, ton grand public, il n'est plus juste le grand public qu'on atteint avec une publicité ou une entrevue à grandeur d'écoute sur Radio-Canada. Non, il faut le segmenter de plus en plus. Les messages se raffinent aussi. Quand on parle de philanthropie, on demande, il faut plus juste non plus parler de sollicitation. Il faut informer les gens sur ce que vous faites avec l'argent qu'ils donnent à votre organisation. Donc, les gens sont de plus en plus critiques aussi. Ça l'a amené c'est la pluralité et le développement de l'univers numérique à un esprit, je dirais pas critique, mais de recherche continue d'information, bien qu'on soit constamment sollicité. Donc, l'idée, c'est de vraiment personnaliser nos messages et à cette étape-ci, la considération, c'est là un peu où ça passe ou ça casse. Et c'est là qu'on est capable de d'amener un public à passer l'action avec un achat, un don, une inscription, pour vraiment solidifier la relation puis convertir. Donc, c'est vraiment cette étape-là. Euh, le CRM de Donette, qu'est-ce qui permet surtout, Michael, de faire en termes Bah, là, de justement de conversion? ouais, sur la conversion, là, c'est là où ça devient vraiment intéressant parce qu'à partir du moment où justement, avec les bonnes stratégies, on a réussi à amener la cible sur un moment de conversion, c'est là où ça devient bien clé d'offrir le bon parcours et d'offrir la bonne expérience. Plusieurs éléments, puis on verra juste après quelques impressions d'écran, juste parce qu'au moins comme ça sera un petit peu plus visuel et qu'une image vaut mille mots, mais capacité à faire justement des approches des approches multicanales, donc que ce soit courriel, courrier, SMS. Je mentionne le courrier parce que Mhm, on est beaucoup à penser que le courrier on en a de moins en moins besoin, mais dans la réalité, notamment quand on parle à des fondations, tout ce qui est approche de grands donateurs, ça passe encore par courrier et c'est même ce qui est plutôt attendu par souvent les tranches d'âge de ces grands donateurs-là. En parallèle mhm, de ça, on a d'autres canaux comme les SMS qui sont plus appréciés par des générations plus jeunes également. On en revient au fait que
on rentre dans un profilage plus précis par rapport à cet élément-là. L'élément le plus important aussi, c'est, que tu le disais tout à l'heure, avoir des indicateurs de performance quand on définit une stratégie. C'est normal, Mhm. mettre en place une stratégie, mettre en place un outil informatique, c'est un investissement. Il faut évaluer le retour sur investissement, donc faut avoir des métriques pour le faire. Le taux de conversion, et notamment la capacité à améliorer le taux de conversion, c'est une des métriques qui est les plus suivies par nos clients. Et ça, c'est des éléments que, en termes de data, on va avoir directement gérés dans le CRM. Et puis ensuite, je reviens sur le volet automatisation. On a la capacité à faire des automatisations de suivi qui peuvent être assez précises. Donc, si tu passes sur la slide suivante, on a Oui. un exemple, par exemple, oula, on a un Oh mon exemple Dieu, ça. d'un parcours là-dessus. Et on voit en fait que en quelques séquences, en fait, il y a plein de choses qui peuvent être automatisées. Première chose, tout à l'heure, je parlais de la segmentation. On sait automatiser euh, la- la- l'ajout d'une liste de contacts et d'une liste de diffusion. Du coup, quand on a automatisé, donc ça veut dire que par exemple, pour une association, quand une personne devient membre de l'association ou une organisation devient membre, automatiquement dans le système, cette personne-là va venir s'ajouter à la liste de diffusion qui est destinée, par exemple, aux membres ou aux membres de telle catégorie, dépendant du raffinage qu'on veut faire. Ensuite, on a la capacité d'envoyer un courriel automatisé également. Ce courriel-là qui va être personnalisé. J'insiste sur la personnalisation, champ de fusion, les objets peuvent être personnalisés. Ça a un impact très fort sur les taux de conversion, notamment l'objet. Sur des Mhm. appels aux dons, quand notre prénom est dans l'objet, si je te dis demain Julie, la fondation A besoin de toi, tu vas être beaucoup plus interpellé que si c'est Ouais. un courriel plus standard là-dessus. Et puis, on a la capacité après, en fonction d'un comportement, d'ajouter des délais pour faire des étapes de relance. Donc là, on voit qu'on peut mettre des délais, ça peut être d'une semaine, de 3 jours. On a aussi des statistiques qui permettent de voir le taux de clics par jour. Donc ça veut dire aussi que ça nous donne l'indication de quand est-ce que c'est un bon moment pour faire la relance. Et puis, sans rien vous cacher, 80% des clics se font dans les 2 premiers jours, un petit 20% le troisième jour ou la semaine, Absolument. et le reste, il n'y a pas d'utilité. Et puis ensuite, on a la capacité à mettre des conditions. Donc ça peut être des conditions sur deux messages différents. Je prends un exemple, quelqu'un a reçu une infolette, a cliqué sur un formulaire de don, versus quelqu'un qui a reçu l'infolette mais qui n'a pas cliqué sur ce formulaire-là. On peut très bien décider d'avoir deux messages différents Mhm. qui repartent en fonction de ce comportement-là. Ou alors en fonction d'un média. Donc on peut dire aussi, on peut mettre des conditions sur quelles sont les informations que j'ai auprès d'un contact. Est-ce que j'ai son cellulaire? Est-ce que je ne l'ai pas? En fonction de ça, quel canal de communication je vais privilégier et Ouais. quel canal de communication le contact m'a autorisé à utiliser aussi en contrepartie. L'autre élément, L'automatisation, Michael, ouais, je veux juste dis-moi. ajouter quelque chose à ce que tu dis. L'automatisation aussi des communications dès le départ permet d'avoir un retour rapide auprès de l'individu qui a interagi avec l'organisation en lui envoyant un message comme allez compléter votre profil sur notre site web pour ajouter vos préférences, pour et donc c'est à ce point, à ce moment-là aussi qu'il y a un déclic qui se fait. Ça peut être le langage des communications, comme préférence, ajouter un courriel pour recevoir des SMS, compléter l'adresse de résidence de la personne pour recevoir des communications papier, parce qu'il y a une différence entre recevoir un courriel dans sa boîte de courriel personnelle où on reçoit déjà 75 courriels par jour et infolettres et messages de toutes sortes et recevoir un un courrier, donc une enveloppe personnalisée chez nous où on nous raconte une histoire, où on voit vraiment un partage sur un enjeu de don de votre cause, donc qui nous interpelle plus personnellement. On n'en reçoit plus des piles de lettres non plus. Donc, à l'inverse, on reçoit trop de courriels, on reçoit plus beaucoup de lettres, mais c'est sûr que on fait pas des mass mailing à 60 000 personnes non plus en 2025. Donc, on va vouloir cibler, comme Michael le dit, des grands donateurs qui font des dons importants et donc s'assurer de leur rétention. Donc, on était à le choix. Et puis il y a un autre élément aussi, je pense, qui est intéressant dans la conversion, c'est vraiment l'expérience qu'on va offrir aux donateurs. Si tu vas sur Mhm. la prochaine slide, Ouais. qui est un exemple de formulaire de don. Oui, puis là, on avait notre petit slogan, là.
l'automatisation permet de gagner du temps, mais aussi d'être plus efficace avec son plan de communication. Permet d'envoyer le bon message au bon moment avec le bon canal de communication. Le bon canal, ce que ça veut dire, c'est celui que notre public souhaite qu'on utilise pour s'adresser à lui. Euh, ou à elle, Ouais. mais c'est le public. Donc, le formulaire. Ouais, là, j'ai pris un petit exemple, mais il y a plein d'éléments intéressants, en tout cas plein de recommandations qu'on peut partager là-dessus sur les taux de conversion. Là, on est sur un formulaire de don, qui est intégré directement avec le CRM. On parlait d'intégration des formulaires avec le CRM, ça, c'est évidemment une bonne pratique. On a constaté pas mal de choses sur ce formulaire de don. La première, et puis juste, ce que je donne, c'est un partage de data qui viennent notamment de nos clients. Mais évidemment, un des éléments intéressants dans un CRM, c'est que tu peux aussi faire du test AB, de l'A/B testing. Donc, c'est vraiment de se Mhm, dire, OK, tu testes différentes formules et tu vois quelle est la réaction et le niveau de conversion en fonction de ce que tu testes, parce qu'il faut quand même être très humble là-dessus. Il y a aussi beaucoup d'essais-erreurs quand on fait ce genre d'éléments-là. Mais en tout cas, ce qui mhm, ressort, c'est que là, vous voyez, ici, on a un formulaire de don. Sur ce formulaire de don, par exemple, j'ai par défaut un montant qui a été coché, le montant de 100 dollars. Ça, par exemple, ce qu'on a constaté là-dessus, c'est que quand on présélectionne un montant, c'est absolument. 3%, en fait, 3% de plus de conversion sur ce montant-là. Je prends un exemple, parce qu'on a eu la chance enfin, en tout cas, eu la chance, c'était une cause très difficile, mais en tout cas, on a eu la chance d'être des acteurs là-dedans quand il y a eu la reconstruction de Notre-Dame de Paris. La stratégie, ça a été d'envoyer, en fonction de la segmentation des donateurs, d'envoyer des formulaires différents. Donc, c'est sûr que le formulaire pour le grand public, je demandais bon là c'était en euros, mais je demandais des 25, 50 euros, 100 euros. Mais dès qu'on s'adressait à des donateurs avec plus de capacité, il y avait même plus ce montant-là qui existait là. C'était par défaut, on proposait des milliers d'euros au départ. Et on n'attendait pas que le donateur aille dans la petite case que vous voyez, la montant libre, pour aller dire non, non, je veux pas donner 25 dollars, je veux donner 5 000 dollars par rapport à ça. Ouais. Donc, on peut faire des formulaires aussi adaptés à la cible. Un autre élément aussi qui est intéressant, là, vous voyez, le formulaire, il est sur 3 colonnes. Nous, même historiquement, on avait des formulaires qui étaient paginés. Donc, on avait la première page, je choisis mon don, la deuxième page, je rentre mes coordonnées, la troisième page, je passe au paiement. Ça, on a noté qu'être sur 3 colonnes, donc avoir une expérience vraiment complètement intégrée, peut-être 10 à 15% de conversion supplémentaire en termes de Mhm, finalisation du don. Et puis un dernier élément aussi, enfin deux derniers éléments qu'on a intégrés, un que vous voyez pas mais que je vais vous décrire quand même. À un certain montant, on a beaucoup de fondations, d'organisations veulent plus de récurrence et moins de dons uniques, parce qu'évidemment, il y a plus de mhm. prévisibilité à avoir un don régulier. Donc, en fonction d'un Oui. montant qu'on choisit, on va proposer au donateur de convertir, par exemple, son 100 dollars une fois en un 10 dollars par mois, par exemple. Et ça, juste faire cette proposition-là, on a à peu près 7% d'engagement en plus, justement, sur la solution qu'on va suggérer, enfin, la proposition qu'on va Oui, suggérer. absolument. Puis, je pense un dernier point, mais qui, je trouve, est aussi hyper intéressant, c'est la séquence de relance sur les dons abandonnés. On parlait d'automatisation. Donc, mettons que je suis sur ce formulaire-là, que j'appuie sur le bouton carte de crédit, mais je m'arrête, je vais pas jusqu'au bout de mon processus. On a mis en place aussi des courriels de relance automatisés. Ça, c'est énorme. Une bonne relance faite de ce niveau-là, c'est à peu près entre 15 à 20% de dons qu'on arrive à récupérer, en fait, qui n'avaient pas abouti et qu'on arrive à aller rechercher juste par une séquence d'automatisation du rappel. Comment Donc, ça il y a, fonctionne, ça, dans les faits, Michael? C'est l'adresse IP? C'est comment ça fonctionne? À partir du moment où la personne appuie sur le bouton, elle est déjà dans la base de données. Donc, c'est là qu'on sait que le don n'a pas abouti. Donc, à partir d'un certain moment, on met un timer. C'est à peu près, je sais plus si c'est 1 heure ou deux après, là, dépendant, mais il y a aussi OK. des bonnes pratiques par rapport à ça. On va faire la relance automatisée là-dessus. Et comme on voyait tout à l'heure en automatisation marketing, on pourrait avoir même des séquences plus longues. Mais déjà, juste ça, ça permet d'en rattraper une partie. Bah, c'est pas tout le monde, mais on en rattrape une partie. Et là, on Mais arrive. il faut qu'elle soit déjà dans votre base de données, la personne. Ben, pas absolument. Il faut qu'elle ait commencé à remplir son formulaire et qu'elle ait appuyé sur le bouton pour soumettre son OK. formulaire. À partir du moment où le formulaire OK. a été soumis, même si ça n'aboutit pas au paiement, OK. on a récupéré déjà l'information. Mhm, OK. Moi, j'aimerais discuter des formulaires, des formulaires de dons. Des fois, je vois, voyons, ma souris est donc bien est donc bien sensible. Parfois, je vois des gens qui vont mettre des montants de 20 dollars, des petits.
montant, mais réfléchir à la stratégie de don, les montants que vous voulez mettre de l'avant, c'est très important aussi. Faut pas que ça vous coûte plus de faire un reçu de don, par exemple, que le montant minimum que vous faites, que vous indiquez comme don. Souvent, on réfléchit à ça ou de mettre au départ, je donne tous les mois avec des plus petits montants. Bon, c'est des stratégies aussi en fonction de l'objectif de la campagne, Est-ce que on parle à des gens quand on envoie, par exemple, des lettres? Donc là, c'est des gens qui sont déjà dans notre organisation. C'est pas la même chose que si c'est des gens qui arrivent sur notre site web pour la première fois. Donc, on peut avoir deux types de formulaires pour renouveler un don qui pourrait devenir un don mensuel et solliciter un premier don dans une organisation. Donc, réfléchir à ça, c'est des éléments importants dans une stratégie de développement philanthropique également. Parce que l'outil CRM permet d'avoir plusieurs formulaires, n'est-ce pas? Exact, exact. Plusieurs formulaires. Et puis, il y a aussi, on peut s'inspirer des bonnes pratiques qu'on voit Mhm. dans certains secteurs d'activité. Par exemple, au niveau je pense qu'au niveau de la sollicitation, les fondations ont souvent des processus qui sont plus aboutis. Par contre, au niveau de tout ce qui est gestion de renouvellement, là, on peut vraiment se laisser s'inspirer par les Oui, associations professionnelles qui ont des mécaniques de renouvellement de l'engagement en fait du membre qui sont quand même assez poussées, avec oui. aussi pas mal d'automatisation par rapport à ça, généralement qui peut être assez personnalisé aussi Mhm. avec un volet de mise à jour de données, souvent avant de proposer un renouvellement. Oui, Et donc, il y a vraiment des éléments qui sont intéressants là-dessus. Je pense que c'est aussi une bonne transition vers l'étape 4, qui est tout ce qui est oui, justement fidélisation. Parce oui, que tout tu as à raison, fait. une fois qu'on a reçu le premier don ou une fois qu'on a reçu le premier finalement engagement concret, la première conversion concrète, je pense que c'est là que le défi majeur commence en fait. C'est comment est-ce qu'on Oui. fait la rétention, comment est-ce qu'on fait la fidélisation, parce qu'en fait le gros de l'investissement, il vient d'être fait là. Oui, puis on s'adresse pas de la même manière à un donateur qui donne à notre organisation depuis 10 ans qu'à un qui commence son parcours de donateur au sein de notre organisation. Donc, il n'y a pas le même niveau d'information. Donc, il faut ajuster nos communications, il faut ajuster la manière dont on les sollicite et on les informe. Il faut penser à les informer. Je reviens souvent à ça parce que je vois souvent des clients qui comment dire, qui ne pensent qu'à avoir des nouveaux donateurs. Non, il faut travailler la rétention et la fidélisation de vos donateurs actuels. Et ça passe par mettre à jour les données dans votre base de données, exploiter différents programmes de reconnaissance à travers marketing relationnel, là, qui sont des tactiques, disons, plus terrain en marketing. Donc, séquence, fidélisation personnalisée, vraiment, on veut soutenir leur intérêt. On veut pas qu'ils donnent juste une fois par année, puis qu'ils soient comme, bon, OK, je redonne, ouais, c'est vrai, ça fait longtemps que je donne à cette cause-là, ils en ont besoin. Non, il faut avoir une fidélisation qui va être personnalisée, des campagnes ciblées, faire part de vidéos, de témoignages, de personnes qui bénéficient du soutien de votre organisation. Puis ensuite, voir comment ces personnes vont interagir avec le contenu qu'on met de l'avant pour eux. Donc, pas juste pousser tout le temps l'information. L'idée d'une campagne aussi de pull un petit peu plus, donc utiliser ces ambassadeurs, entre guillemets, de votre organisation pour créer des nouvelles opportunités de communication avec des nouveaux donateurs, des nouveaux bénévoles, des nouveaux membres. Donc, c'est un des éléments du CRM aussi qui est important pour maintenir une relation continue avec les clients, les membres, les donateurs. Puis le temps file, hein, il est déjà midi moins 10. Hein. Je crois que Mickaël et moi, on pourrait rester ici à en parler jusqu'à demain, là, de la relation de la stratégie et puis le CRM. Mais peut-être un petit peu plus décrire des séquences personnalisées que le CRM de Donnet permet de réaliser dans les communications. Ouais, je pense, bah, c'est un bon point en tout cas ce que tu mentionnes. Peut-être deux éléments. Oui, il y a des séquences personnalisées. Il y a beaucoup en fait, pareil, dans tout ce que je présentais comme automatisation marketing, on peut aussi automatiser tout ce qui est souhait d'anniversaire. Donc, ça n'a plus besoin d'être un humain qui est derrière pour aller faire le message. Là, vous déterminez votre message au départ ou vos messages au départ et puis vous êtes capable d'automatiser tous ces envois-là.
C'est pareil, c'est pas de la sollicitation, mais c'est juste la capacité finalement à individualiser la relation, à Mhm. s'assurer que on leur envoie pas juste des messages pour solliciter, mais aussi juste dire qu'on pense à eux. Je pense que tu as aussi raison sur tout ce qui est réédition de compte, en fait. Ouais. C'est un point de plus en plus attendu par rapport à ça. Et puis, je pense qu'un autre élément qui est important dans la notion de rétention et de fidélisation, c'est l'aspect de la donnée. Le CRM, ça permet d'aller au-delà aussi de la simple équation financière. Souvent on regarde, tout le monde le fait, là, que ce soit dans une entreprise privée, dans un OBNL, on va Mhm. regarder c'est quoi le poids financier d'un contact, d'un client, d'un donateur, d'un membre, quand en fait on se rend compte que l'équation est pas mal plus complexe que ça. Oui, il y a un engagement financier qui peut se faire, mais il n'y a pas qu'un engagement financier, puis on le voit même avec les plus jeunes générations. C'est de moins en moins un engagement financier qui est constant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'engagement. Et donc, souvent, de plus en plus, nos clients, ils analysent, oui, l'engagement financier d'un côté, qui est pas mal l'indicateur qui est suivi par tout le monde, mais aussi le reste des éléments comportementaux qui vont permettre de savoir, est-ce que j'ai un risque, en fait, dans ma rétention? Ou à l'inverse, est-ce que j'ai une opportunité? Tout à l'heure, Mhm. tu parlais d'avoir justement des sponsors. Est-ce que j'ai une opportunité, en fait, par rapport à ça? Puis un autre élément Oui. aussi super important dans la data, c'est quel est le comment est-ce qu'on peut identifier le potentiel en fait? Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut autant identifier le potentiel par des comportements et des informations qu'on a récupérées sur le comportement du contact que même par de la donnée externe. Il reste Absolument. il reste dans quelle ville, il reste dans quel quartier, c'est quoi le salaire médian de ce quartier-là. Tout ça, c'est des éléments qui sont intéressants à considérer quand on veut savoir le potentiel par rapport à ça. Après, adresser ce potentiel-là, comment est-ce qu'on veut justement aller le chercher? C'est là où justement les stratégies de communication me paraissent Oui. hyper pertinentes. Oui, puis la donnée, c'est un élément très important. J'ai souvent des clients, on leur envoie des rapports ou ils reçoivent des rapports de leur firme qui gère leur site web, leur campagne Google, puis ils les lisent pas. Ils font pas de lien non plus entre les différentes données. Donc, des données de ton site web, des données de tes réseaux sociaux, des données de tes participations aux événements, des campagnes de communication ou de sollicitation, faire des tableaux de bord. Faites des rapports, c'est important. Nous, on envoie des rapports quand on fait des campagnes, mais vous, globalement, dans vos organisations, c'est très important d'en faire. Moi, je suggère à chaque trimestre, là, pas tous les mois, parce que souvent, sur un mois, on n'a pas assez d'activités, mais aux 3 mois, on va avoir assez d'activités pour générer de la donnée intéressante qui vont nous donner des informations clés sur le comportement de nos différents publics cibles à, 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 à rejoindre, mais aussi ceux qu'on a déjà, qu'on voudrait retenir, fidéliser dans notre organisation. Donc, très, très important. Puis, en le faisant à tous les 3 mois, chaque trimestre, ben, ça vous permet d'avoir un rapport annuel un petit peu plus formaté à la fin de l'année au lieu de il faut que je trouve des données, il faut que je trouve des données. Donc, vous avez déjà une bonne idée de ce qui se passe dans votre organisation et puis comment vous interagissez avec les différents contacts de votre base de données, mais aussi les publics cibles qui gravitent autour de votre organisation. Parce que l'objectif, au-delà de la fidélisation, c'est de les amener à faire des recommandations. Puis, voici un beau tableau de bord. Je pense que c'est là que tu voulais qu'on aille, hein, que je te voyais. Bah, tu as introduit les tableaux de bord, mais c'est ça, mais c'est effectivement c'est un des autres éléments. Je voulais juste faire l'emphase sur la logique de données. Pareil, la donnée vie, les tableaux de bord aussi. Tous les tableaux de bord qu'on va générer sont dynamiques, ils se mettent automatiquement à jour en fonction justement des indicateurs qui ont été choisis. Et Excuse-moi, il ça, je est pense que très c'est sensible, aussi monsieur. important parce que quand on parle de campagne, il faut parler de performance et en fait, la performance, ça se mesure. Et donc, c'est là d'où l'intérêt en fait de pouvoir avoir ces suivis qui sont en temps réel en fait. Et donc, Ouais. comme tu le dis, après, tu peux faire des bilans plus spécifiques aux 3 mois, mais savoir que tu as un suivi de temps réel, c'est quand même quelque chose qui est une grande aide à la prise de décision éclairée par rapport à différentes actions. Absolument. Quand je parle de suivi aux 3 mois, c'est d'intégrer des données qui viennent de d'autres plateformes aussi qui sont pas nécessairement intégrées dans votre CRM, des plateformes externes en lien avec votre publicité, les campagnes sur les réseaux sociaux, les relations médias, différentes choses comme ça. Euh, c'est pour avoir une donnée globale, parce que d'avoir juste une micro-vision, un point, ça vous donne pas l'ampleur de ce que vous faites en termes de communication et de succès. Puis parfois, je vois des gens qui me disent, ouais, mais moi, je suis pas dans la performance.
Oui, OK, mais tu as quand même des indicateurs de succès. Ça marche ou ça marche pas. C'est quand même des indicateurs de performance, ça. Est-ce que ça veut dire que vous êtes bon ou vous êtes pourri? Non, pas nécessairement. Ça peut vouloir dire que vous avez besoin de plus de ressources dans certains cas, que vous avez besoin des outils qui vont vous permettre d'être plus performant dans l'atteinte de vos résultats. Il est midi moins 3. Les tableaux de bord dans Eudonet aussi, Michael, sont personnalisables, hein. On fait les tableaux de Exact. bord qu'on veut avoir avec les indicateurs qu'on veut, avec les périodes de temps. Ce qui est le fun que j'ai remarqué dans l'outil qui est vraiment différent de d'autres, c'est qu'il y a aussi des tutoriels dans l'outil, dans le tableau de bord, dans l'interface qui permettent aux utilisateurs, s'ils se rappellent plus comment une fonctionnalité fonctionne, ils peuvent aller voir, ils peuvent avoir de l'information en direct au lieu de... Puis il y a un chat aussi, il y a différents outils comme ça qui sont intégrés pour faciliter l'usage et l'interaction. C'est très intéressant. De toute façon, je pense que comme le temps file, je pense Oui, qu'on pourra, mais le sujet des tableaux de bord et puis le fait que et l'IA qui arrive c'est aussi concret un là-dedans. tableau de bord aussi. La Un tableau de bord, communication, là, les gens, ils pensent que c'est du fluff. Ah ouais, l'équipe de com, l'équipe de développement. Avec un tableau de bord, on a quelque chose de concret à présenter, que ce soit à nos collègues ou au conseil d'administration qui sont nos boss à la fin, au final. Euh, donc, c'est ça. Et donc, on arrive à l'étape finale, hein, qui est vraiment la recommandation, c'est-à-dire transformer un client, un donateur en ambassadeur afin qu'il amène d'autres personnes à connaître notre organisation, sa mission, puis s'engager auprès de la cause. Donc, avec ça, ben, quand on a des données sur les donateurs, sur les participants de nos activités, on peut déclencher des campagnes d'ambassadeurs, des campagnes de parrainage pour s'assurer que les personnes qui sont les plus performantes dans notre organisation, qui engagent le plus la communication avec nous, aille chercher d'autres personnes comme elle pour assurer d'amplifier le message, puis qu'il y ait de l'impact aussi. Nos interventions à titre stratégique sont non seulement dans les plans, les stratégies, mais la création de contenu, la diffusion de ce contenu-là aussi. Co-création, c'est ce qu'on appelle aussi des stratégies de pool. Donc, avoir des éléments de communication avec des partenaires, avec d'autres organisations qui ont parfois des visibilités, des notoriétés plus importantes que la nôtre et qui vont nous permettre d'atteindre des nouvelles cibles qui sont des publics cibles de cette organisation-là pour leur présenter le message de notre organisation. Donc ça devient très important quand on a une stratégie plus raffinée. Puis ça permet aussi d'avoir des activations un peu plus organiques sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est le fun, mais je veux dire, c'est pas une fin en soi aussi. On ne devrait pas que communiquer via les réseaux sociaux pour ouvrir nos horizons. Quand on parle d'envoyer des courriers, je pense qu'on doit aussi penser à faire des relations médias, des choses qui sont un peu plus traditionnelles pour atteindre une frange plus large, mais aussi peut-être plus âgées ou spécifiques qui conviennent un peu plus parfois à nos publics et nos objectifs. Puis, le CRM de Donut permet justement d'identifier tous ces ambassadeurs-là. Ouais, puis je Donc, pense que moi j'aime beaucoup ton approche aussi par rapport au fait que, et c'est je pense le défi principal, c'est pas juste d'aller chercher en direct, c'est aller générer les influenceurs, générer des ambassadeurs. Donc pour les générer, il faut déjà les identifier. Moi je pense que c'est un des éléments qui est les plus intéressants quand tu commences à avoir de la donnée et que tu arrives à utiliser le CRM à son plein potentiel. C'est que à la question demain, si dans ta base de données de 10 000 contacts, il y en avait 250 que tu devais appeler, c'est lesquels qu'il faut que tu appelles? Où est-ce que tu mhm, mets ton investissement? Et c'est là que justement l'analyse, on parlait de score tout à l'heure, le score, l'analyse du comportement, tout ce qui est filtre, peut vraiment aider en fait pour te dire, OK, ben moi tu sais, je le mets où mon investissement pour maximiser mon retour sur investissement. On a beaucoup d'organisations qui vont faire même des campagnes de sollicitation à l'externe, donc qui payent vraiment des firmes pour le faire. ouais. C'est typiquement, ils vont utiliser ça pour faire le ciblage en fait et s'assurer justement d'aller identifier ces contacts-là.
Donc, le volet, effectivement, enfin, créer une dynamique, ça, c'est d'engagement. Je pense que c'est un point hyper important et ça prend des stratégies pour le faire. Et derrière, s'assurer de cibler les bonnes personnes une fois qu'on a créé cette dynamique-là et de ne pas en oublier, de ne pas en échapper. C'est en ça que ça va aider pour maximiser en fait l'atteinte de ces objectifs. Oui, parce que là, on vous parle d'un entonnoir, un funnel de conversion vers la recommandation, mais une fois qu'on arrive au bout, on recommence. C'est la boucle de communication qui entre en place. Donc, on regarde nos données, on regarde nos résultats, on identifie les scores, les gens les plus performants, ceux qui ont le plus de potentiel et on relance de nouvelles stratégies pour continuer à maintenir l'attention autour de notre organisation, de notre cause pour générer des actions supplémentaires d'engagement, des dons, des participations, des partages d'informations au sujet de l'organisation. C'est pas statique la communication, hein. On est toujours en action. C'est vraiment un aspect de croissance organique. Donc, l'usage du CRM va vous permettre d'être plus efficace. Et ben, c'est pas mal ce qui nous amène à dire 1 plus 1 égale 3. Donc, c'est 4 en termes de stratégie et eux de net. Avec vous, ben, ça fait 3. Donc, ça permet d'avoir du succès dans vos actions et vos campagnes. C'est la seule équation qui fait que 1 plus 1 égale 3 dans l'univers. Donc, stratégie plus outils performants. Je vois pas tant de questions dans le chat. Euh, on vous remercie hein, d'avoir été si nombreux à prendre part à ce webinaire. Je vois des merci. Oui, les diapositives pourront vous être envoyées après le webinaire, mais s'il n'y a pas de recette magique là-dedans, on n'a rien inventé. On vous a simplement présenté notre vision du modèle combiné C4 et Eudonet pour avoir des stratégies qui ont de l'impact et qui sont performantes pour votre organisation. Donc, ben, beaucoup de merci. Merci à vous d'avoir été là. Merci beaucoup, Michael, hein, d'avoir participé à ce webinaire avec moi. Je pense que ça sera pas le dernier qu'on va faire sur le sujet. Je pense même qu'on va pouvoir s'étendre un peu plus sur certains aspects peut-être un peu plus sophistiqués de l'usage des CRM pour amplifier les stratégies de communication dans une approche, dans un futur pas très loin non plus. Ouais, puis je Je pense crois que que si justement si vous avez des suggestions, des intérêts que oui, vous voulez qu'on puisse absolument. adresser, gênez-vous pas pour les partager aussi dans le chat. Nous, on est, Dans le on est chat ou toujours. dans le sondage qu'on va vous envoyer, vous allez avoir Voilà. un petit message suite à notre webinaire pour voir si vous avez apprécié. Donc, vous pouvez indiquer aussi des sujets qui vous intéressent et ça fera l'objet de peut-être d'autres webinaires, peut-être un article de blog. Donc, on On verra. Si vous définira la avez des stratégie de questions, communication. oui, absolument, c'est ça, selon les opportunités. En tout cas, un grand merci à tous pour votre participation et votre présence. Et puis merci à toi, Julie. Je pense que j'ai bien hâte au prochain. Oui, Et puis je vous souhaite un très bon absolument. appétit. Oui, c'est l'heure du lunch. Bon appétit à tous. Merci. Bye. Bye bye.